Je ne pourrai probablement pas mettre les deux feux que vous voyez derrière moi sur mon réseau miniature, mais qu'importe, aujourd'hui on va voir les éléments électroniques à installer autour de Canton pour qu'ils puissent être gérés par l'ordinateur. Bonjour et bienvenue sur Neutrinopolis, mon réseau ferroviaire intriqué à la complexité quantique. MFAO, ce sont les abréviations pour modélisme ferroviaire assisté par ordinateur. Alors le premier épisode concernait la définition du quanton et les équations logiques. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je mets le lien ici à droite. Et aujourd'hui on continue, on va voir les éléments électroniques accablés autour du quanton pour qu'ils puissent être gérés correctement par l'ordinateur. Allez, go, on est parti! Aujourd'hui donc on va voir quels sont les composants électroniques à mettre en place autour d'un quanton pour que celui-ci puisse être géré par l'ordinateur. Au sommaire de cette vidéo, d'abord un rappel sur les technologies pour faire freiner une locomotive. Ensuite, on verra en détail comment fonctionne le décodeur 10836 de chez Rocco. Et puis, on passera vraiment au cœur de la vidéo, puisqu'on verra les composants nécessaires pour gérer un quanton. On verra le schéma de câblage de ces composants. Et puis, pour terminer, on verra en fait les composants qui sont nécessaires pour le gros croisement qu'il y a sur mon réseau et dont je vous parle beaucoup et qu'il faut absolument sécuriser. Pour faire freiner une locomotive, il existe plusieurs technologies. L'intérêt, bien sûr, c'est que quelle que soit la vitesse du train au départ lorsqu'il rentre dans le quanton, c'est qu'il s'arrête évidemment toujours correctement juste devant le signal. C'est ça la difficulté. Alors il existe plusieurs technologies. Une technologie des années 1990, c'était le freinage par courant continu. L'inconvénient de ce système, c'est qu'il fallait isoler les deux rails du quanton, puisqu'on va injecter un courant continu et inverse sur le quanton. Le risque, c'est que le décodeur ne supporte pas cette technologie, puisque il y a un court-circuit à un moment donné, les roues de la locomotive se trouvent à la fois en dehors du quanton, donc en DCC alternatif, et dans le quanton, donc en continu. Et donc, le décodeur va devoir gérer tout ça. Donc, c'est pas bon. Et puis, si vous avez cette technologie sur votre décodeur, eh bien, cela signifie que vous n'avez pas une autre technologie qui est le freinage par signal asymétrique, puisque ces deux technologies sont opposées. On a soit l'une, soit l'autre sur le décodeur. On a ensuite comme solution faire un freinage par l'ordinateur. Alors pour moi c'est pas bon, puisque ça va nécessiter du temps CPU à l'ordinateur, ça va nécessiter du calcul et ça va nécessiter des envois de commandes sur le bus principal DCC. Ça va également nécessiter un travail, puisqu'il va falloir rentrer les courbes du moteur pour que l'ordinateur puisse calculer le freinage adéquat. Donc pour moi c'est pas bon. L'ordinateur doit se concentrer sur les tâches principales, c'est-à-dire calculer les équations logiques, mettre les feux au rouge ou au vert, détecter si un train rentre dans un quanton, et puis voir ce que le gestionnaire du réseau tape sur le clavier de l'ordinateur, les commandes qui sont demandées et qu'il doit exécuter. Donc il a assez bien de choses à faire
on ne va pas lui donner encore de nouvelles tâches, alors que ces tâches peuvent être faites en interne dans le décodeur. Et c'est la troisième technologie, c'est le freinage par signal asymétrique, qui a été au début inventé par Lanz, et donc on appelle ça aussi le freinage ABC de Lanz. Pour expliquer cette technologie, il existe sur le net, sur YouTube, une excellente vidéo. Donc je ne vais pas rentrer dans les explications de cette technologie. Vous pouvez aller voir la vidéo. C'est une vidéo de la chaîne Le Petit Train du Berry. Donc vous allez voir la vidéo de Patrick. Je mets le lien ici à droite. En fait, dans cette technologie, on applique un pont de diode sur le rail isolé du canton. Donc c'est facile à mettre en œuvre. Le coût est nul ou presque puisqu'il ne s'agit que de mettre un pont de diode. La gestion du freinage est faite en interne dans le décodeur de la locomotive. C'est géré par le décodeur, c'est géré donc par le constructeur de la locomotive. Il n'y a rien à faire. En ce qui me concerne, c'est que mon parc de locomotive supporte ce système. Donc il faut encore, quand on choisit un système, il faut évidemment s'assurer que toutes les locaux pourront supporter ce système. C'est le cas pour moi. Et donc c'est mon choix a priori. Et je dis a priori parce qu'il va falloir le tester. Et c'est ce qu'on fera dans les prochaines vidéos. Je vous parle un peu du décodeur D1836. Alors ce décodeur en fait permet de commander tous les accessoires électriques qui se trouvent sur votre réseau depuis la Z21 ou depuis l'ordinateur. Comment ça se passe pour que l'ordinateur puisse contrôler, donner des commandes au D1836? Eh bien, votre ordinateur, il communique avec un routeur. Alors, il communique soit avec un câble Ethernet RJ45, soit par Wi-Fi, mais il communique avec le routeur. Moi, je préconise évidemment d'utiliser un câble puisque la communication sera plus efficiente, plus rapide. Ensuite, le routeur, il est connecté à la Z21, également par un câble Ethernet RJ45. Et enfin, la Z21, le bus principal de la Z21, le bus DCC, eh bien, est connecté à l'entrée du décodeur D1836. Et c'est par ce schéma, par cette voie, que l'ordinateur peut donner des ordres au décodeur D1836. Une première chose à savoir sur le décodeur, c'est qu'on pourrait le confondre avec un relais, parce que effectivement, chaque sortie du décodeur possède 3 plots. Donc on pourrait penser que c'est un interrupteur comme sur un relais. Mais pas du tout. Ce n'est pas des sorties de lame repos-travail, comme sur un relais, mais cette sortie va en fait, ou non, ressortir une tension qu'on injecte. Donc, sur le décodeur D1836, vous rentrez le signal DCC afin de permettre au décodeur de recevoir les signaux de l'ordinateur, mais vous rentrez également une tension de 12 à 20 volts. Et c'est cette tension qui va ou non ressortir d'un côté ou de l'autre d'une sortie du décodeur. Donc dans cet exemple, on a un décodeur en fonctionnement dont 2 sorties seulement sont actives, la première et la troisième. Il y a une tension sur la sortie B de la sortie numéro 1 et il y a une tension du côté A de la sortie numéro 3. Toutes les autres sorties sont au repos.
Une deuxième chose à savoir, c'est qu'en fait, un boîtier contient 2 décodeurs en fait, et pas un seul décodeur. Parce que un décodeur, parce que nous avons sur le boîtier 8 sorties et que un décodeur ne peut gérer que 4 sorties. Donc en fait, nous avons sur un boîtier 2 décodeurs. Un décodeur numéro 1 qui a les sorties numéro 1, 2, 3, 4 et un décodeur numéro 2 qui a les sorties 5, 6, 7 et 8. Dans le boîtier, on a aussi de la mémoire qui est partagée entre les 2 décodeurs et ce sont les variables de configuration, les CV, qui vont permettre justement de configurer le décodeur pour qu'il travaille de la manière dont on choisit. Donc, le boîtier numéro 1 aura un décodeur numéro 1 qui a des sorties 1, 2, 3, 4, ainsi qu'un décodeur numéro 2 qui aura les sorties 5, 6, 7 et 8. Le boîtier numéro 2 aura un premier décodeur qui porte le numéro 3 qui a les sorties 9, 10, 11, 12 et un deuxième décodeur qui porte le numéro 4 qui aura les sorties 13, 14, 15 et 16. On peut continuer jusque 255, le numéro du décodeur 255, qui aura comme dernier numéro de décodeur 510 et comme dernière adresse de sortie 2040. Donc ici, dans la documentation, on est dans un processus de numérotage et donc on commence à compter à partir de 1. Or, en adressage, en informatique, pour adresser un composant, on commence à compter à partir de 0 pour simplement optimiser les calculs. Et dans la documentation Rocco, on va confondre constamment la numérotation et l'adressage. Dans la documentation, il parle de l'un pour l'autre et c'est une source d'erreur, c'est une source d'incompréhension et c'est une source de problème dans la programmation. Alors j'ai repris ici le tableau avec les numéros des boîtiers, des décodeurs et des sorties, mais j'ai rajouté les adresses. Alors comment on trouve l'adresse d'une sortie ou bien d'un décodeur? Eh bien c'est simplement en retirant 1 à son numéro. Donc par exemple, dans notre boîtier numéro 1, notre premier décodeur qui porte le numéro 1 aura l'adresse 0. La première sortie de ce décodeur qui porte le numéro 1 aura également l'adresse 0. La deuxième sortie de ce décodeur qui porte le numéro 2 aura l'adresse 1 et ainsi de suite. Dans notre deuxième boîtier, le premier décodeur porte le numéro 3 et aura donc l'adresse numéro 2. La première sortie de ce décodeur qui porte le numéro 9 aura donc l'adresse 8 et ainsi de suite. Donc, les derniers adressages qu'on peut atteindre, c'est dans le boîtier 255. Pour atteindre le deuxième décodeur qui porte le numéro 510, il faudra utiliser l'adresse 509. Et pour atteindre la dernière sortie qui porte le numéro 2040, il faudra utiliser l'adresse 2039. Si je reprends le schéma de tout à l'heure, avec le boîtier et ses 2 décodeurs, donc le premier décodeur qui porte le numéro 1, son adresse, ce sera 0. Il a 4 sorties numérotées de 1 à 4. Les adresses, ce sera de 0 à 3. Et pour le deuxième décodeur, qui porte le numéro 2, son adresse du décodeur, ce sera 1.
Et pour ces sorties qui portent les numéros de 5 à 8, ces adresses, ce sera de 4 à 7. Alors j'insiste avec ça, mais c'est parce que Rocco confond dans sa documentation constamment adresse et numéro. Parfois, il parle de numéros et il donne des adresses. Parfois, il parle d'adresses, mais il donne des numéros. Et donc, c'est source vraiment de problèmes. Il faut faire très attention et ne pas se fier à la documentation. Il faut savoir interpréter la documentation. Donc il y a deux types d'adresses dans le décodeur. Il y a d'abord un adressage pour le décodeur et un adressage pour les sorties. Alors j'ai mis l'adressage des sorties en rouge, dans un carré rouge, et j'ai mis l'adressage des décodeurs dans un carré mauve. Alors ces deux types d'adresses servent à des choses différentes. Les adresses des sorties servent à commander une sortie. Donc par exemple, l'adresse 11 servira à commander la sortie numéro 4 du décodeur numéro 3 qui se trouve dans le boîtier numéro 2. Donc par exemple, la commande sortie adressage 11 rouge et on, ça mettra l'aiguillage numéro 12 à courbe. Le deuxième type d'adressage, ce sont les adresses des décodeurs. Et là, ça sert à lire et à écrire dans les CV du boîtier pour configurer le mode de fonctionnement de chaque sortie. Et comme on accède, comme un boîtier comporte une mémoire partagée pour mettre les CV de configuration, eh bien, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on pourra accéder au même CV en utilisant la première adresse ou la deuxième adresse du décodeur. Donc, par exemple, le CV, l'adresse 0 ou l'adresse 1 du décodeur peut servir pour accéder aux variables de configuration du boîtier 1. Et l'adresse 2 ou 3 du boîtier 2 peut servir pour accéder aux variables de configuration de ce boîtier. Quelle que soit l'adresse qu'on va employer, 0 ou 1, 2 ou 3, on va accéder aux mêmes variables de configuration. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors, pour chaque sortie, donc qui sont numérotées de 1 à 8, on a un CV particulier qui permet de dire comment la sortie doit fonctionner. Donc, pour la sortie numéro 1, ce sera le CV 41. Pour la sortie numéro 2, le CV 42. Et ainsi de suite jusqu'à la sortie numéro 8 qui aura le CV 48. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce CV? Eh bien, c'est des valeurs de 0 à 5 qui permettent de dire comment la sortie doit fonctionner. Et la valeur par défaut, la valeur d'usine, lorsqu'on reçoit le décodeur, on trouvera 0 dedans. Donc, comment est-ce qu'on peut, quels sont ces différents modes de 0 à 5 qu'on peut mettre dans chaque CV de chaque sortie? Le mode dont la valeur c'est 0, ça s'appelle le mode impulsion. C'est le mode par défaut, je vous l'ai dit, et c'est le mode pour les aiguillages puisque ça va protéger les bobines. En fait, quand on lance une commande, ça déclenche une tension sur le fil, mais la tension sur le fil
ne dépend pas du moment où on relâche la commande. Cette tension sur le fil va rester uniquement jusqu'à la fin d'un timer et la valeur du timer, on peut la configurer dans le CV adresse 3. Alors vous voyez dans le schéma il y a une erreur puisqu'ici on utilise l'adresse 1, c'est-à-dire qu'on adresse la sortie numéro 2 et en fait dans le schéma on voit que les fils ici sont connectés à la sortie numéro 1. Donc je vous l'ai dit, il y a constamment des erreurs dans la documentation et il faut faire attention à ça. Le mode 1 et le mode 2, c'est le même mode de fonctionnement, c'est le mode clignotement. Simplement le mode 2, il y a une légère variation du courant à la sortie, ce qui fait que ça donne un effet de scintillement à la lampe. Et donc, pour lancer le mode de clignotement, on lance la commande vert à on, et ça débute le clignotement. Donc, à ce moment-là, après on relâche la commande, mais le clignotement est démarré, c'est-à-dire qu'on a d'abord une tension sur le fil vert pendant un certain temps, dépendant du CV adresse 3, et une fois que la tension est relâchée, eh bien, c'est une tension sur le fil rouge qui apparaît pendant la même durée, et ainsi de suite, puis c'est de nouveau le fil vert qui reprend la main, et ça permet de faire un clignotement de la lampe, de deux lampes en fait. Tac, 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 tac. Et alors pour arrêter le clignotement, donc pour tout remettre les deux fils à 0, ah ben, on applique la commande rouge à on et puis on relâche. Le mode 3, c'est le mode appui, c'est-à-dire que la tension dépend vraiment, débute quand on lance la commande et la tension se termine quand on relâche la commande. Enfin, le mode 4 et 5, c'est le mode bistable. Encore une fois, le mode 5, c'est le même mode, mais c'est avec une variation légère du courant pour faire scintiller les lampes. Alors, dans ce mode-là, en fait, quand on lance la commande vert, on a une tension qui apparaît sur le fil vert. Et en fait, cette tension, elle va rester constamment sur le fil vert, indépendamment du moment où on relâche la commande. Ça va rester constamment jusqu'au moment où on lance la commande sur le fil rouge. Donc à ce moment-là, hop, le fil rouge a de la tension et le fil vert, la tension disparaît. Et ainsi de suite. Alors vous voyez, je vous l'ai dit, il y a l'erreur des adresses, parce que normalement, l'adresse 1, on adresse la sortie 2, donc il y a une erreur ici. Mais il y a également une autre erreur, c'est que, en fait, ici, avant la tension sur le fil vert, eh bien, il devrait y avoir normalement dans le schéma de la tension sur le fil rouge. Ils ne l'ont pas mis. Donc, vous voyez constamment des erreurs. Vous vous rappelez les équations de la dernière fois, donc ça c'est le cas le plus simple. On a deux cantons qui se suivent, avec chaque fois un feu pour chaque canton. Quand est-ce que le feu du canton 1 sera au vert? Eh bien, le feu du canton 1 sera au vert. Le feu F1, la variable F1 sera égale à 1. Quand le gestionnaire du réseau autorise le train à partir, c'est-à-dire quand G1 sera égal à 1 et qu'il n'y a pas de train sur le canton 2, c'est-à-dire quand note B2 sera égale à 1. Traduit pratiquement maintenant par l'ordinateur doit être capable de mettre le feu au vert. Dans ce cas-là, il n'y a pas de freinage
ABC Lens sur le canton. L'effet du feu au vert, c'est que le train peut quitter le canton. Et qui va mettre le feu au vert? Eh bien, c'est le module de sécurité. L'ordinateur doit être capable également de mettre le feu au rouge. Et dans ce cas-là, il y aura un freinage ABC Lens actif sur le canton. Donc le train va stopper. Et qui va faire ça? Eh bien, c'est encore une fois le module de sécurité. L'ordinateur doit être capable de mettre le feu rouge supérieur et je l'ai mis clignotant. Qui fait ça? En fait, c'est l'ordinateur, mais c'est via l'interface parce que c'est le gestionnaire de sécurité qui décide de bloquer le canton. Donc, le feu supérieur va se mettre au rouge clignotant. Et quelles conséquences que ça va avoir? C'est que le module de sécurité, il va voir que l'équation du feu que G1 est à 0, d'accord, qu'on vient de voir l'équation, G1 va être égal à 0, et donc en fait, le feu du module de sécurité va se mettre au rouge. Et donc on va avoir notre carré rouge avec le feu du module de sécurité à rouge et le feu du gestionnaire du réseau à rouge clignotant. Et enfin, l'ordinateur doit être capable de détecter quand un train rentre dans un canton. L'effet, c'est qu'en fait, cette information va servir à influencer le calcul des équations logiques et il va avoir une rétrosignalisation de l'information vers le module de sécurité. Alors on en arrive au schéma de câblage d'un canton. Eh bien j'ai mon canton ici qui est représenté avec ces deux rails. Comme le train va vers la droite, eh bien c'est le rail de rouge qui est isolé et le fil qui alimente le rail de rouge, eh bien il est branché en fait à une sortie du détecteur 10808 dont je n'ai pas encore parlé mais qui permet de faire remonter l'information de la présence d'un train sur le canton. Je n'ai pas parlé de ce détecteur parce qu'en fait, je suis seulement en train de le tester. Donc, c'est trop tôt pour en parler dans une vidéo. Sur le câble de sortie entre le détecteur et le canton, on va brancher un pont de diode qui va obliger le train à freiner et à s'arrêter devant le signal. Alors, comment j'ai imaginé le câblage? Eh bien, d'abord, j'ai mon décodeur 10836 et j'ai une sortie qui ne sert que à alimenter au rouge le feu supérieur clignotant. Donc, cette sortie aura le mode 1, le mode clignotant, et en fait, on a la sortie qui alimente la lettre rouge en passant par une résistance, bien sûr. Et cette sortie ne fait que ça, c'est mettre le feu à clignotant rouge ou rien du tout. J'ai une autre sortie qui permet cette fois-ci de faire deux choses. Donc, cette sortie sera en mode bistable, c'est le mode numéro 4. Soit cette sortie alimente le feu rouge, et ce feu est en continu, soit si le feu rouge n'est pas alimenté, alors de l'autre côté, j'ai une tension qui alimente deux relais, les bobines de deux relais. Alors le premier relais en fait fait coller l'interrupteur et j'ai une LED verte qui se met à s'allumer, donc c'est le feu vert. Et également, ça fait coller un autre interrupteur d'un deuxième relais. Et cette fois-ci, cet interrupteur, il fait le bypass des diodes du pont de Lenz. Et donc, en fait, dans ce cas-là, le train ne va pas s'arrêter, ne va pas freiner, puisque les diodes
sont court-circuités. On en arrive à mon fameux croisement que je veux sécuriser, vous vous rappelez. J'ai les trains qui arrivent sur le croisement par 4 cantons, C1, C2, C3 et C4. Donc ces 4 cantons possèdent un feu. Et puis j'ai un canton C5 qui est le canton spécial où les trains ne peuvent pas s'arrêter. Et là, je n'ai évidemment pas de feu. Et bien donc pour mettre en place la sécurité sur le croisement, pour un canton classique, je vais donc avoir besoin de 2 sorties sur mon décodeur 10836. Je vais avoir besoin de 2 relais qui possèdent chacun une lame repos-travail, donc un interrupteur sur chaque relais. Je vais avoir besoin d'un pont de diode. Je vais avoir besoin d'un feu tricolore vert, rouge, rouge. Et je vais avoir besoin d'une sortie sur mon détecteur 10810 Rocco. Donc pour mes 4 cantons, je fais x4. Pour C1, C2, C3 et C4. Je vais donc avoir besoin de 8 sorties sur le décodeur 10836, de 8 relais, une lame, de 4 ponts de diode, de 4 feux et de 4 sorties sur mon détecteur 10808. Pour mon canton C5, qui est le canton où les trains ne peuvent pas s'arrêter, je n'ai besoin que d'une sortie sur mon détecteur 10808. Et donc au total pour mon croisement, qu'est-ce que je vais avoir besoin comme matériel? Eh bien je vais avoir besoin de 8 sorties sur mon décodeur 10836, donc d'un boîtier entier en fait. Je vais avoir besoin de 8 relais, je vais avoir besoin de 4 ponts de diode, je vais avoir besoin de 8 feux, parce qu'en fait je vais doubler les feux, je vais mettre un feu devant et derrière chaque voie en fait, pour qu'on voit vraiment bien comment le système fonctionne, où qu'on soit positionné sur le réseau, quelle que soit la position de l'observateur qui regarde le réseau, il verra les feux et il comprendra comment le croisement fonctionne. C'est pour ça que je double les feux. Et puis j'ai besoin de 5 détecteur 10808 Rocco, et donc en fait j'ai besoin d'un boîtier entier 10808. Voici une partie du matériel qui va me servir à sécuriser mon croisement. Donc j'ai besoin de 8 feux. Ici j'ai récupéré des vieilles nacelles Jouef, et avec ces nacelles j'ai déjà 6 feux. Donc il m'en manquera encore 2, mais j'en ai déjà 6. Donc je vais restaurer les feux et les nacelles. Pour ça j'ai acheté des diodes luminescence, chaque diode comportant une résistance intégrée. J'en ai des vertes et des rouges. J'ai également du très fin câble qui va me servir à câbler les nacelles, parce que les fils doivent coulisser à l'intérieur des nacelles, donc il faut vraiment du fil très fin. Ici, j'ai mes 4 ponts de diode que j'ai besoin pour faire freiner mes trains. Et puis ici, j'ai une barrette de 8 relais, chaque relais ayant une sortie RT, donc repos-travail. Pour la suite, il faut aller voir sur le réseau. Donc dans mon aire de service sud, eh bien, j'ai ici déjà un détecteur de présence 10808 que je suis en train de tester, mais ça fonctionne bien. Et puis, ici, il me reste sur ce décodeur 6 sorties. Malheureusement, j'en ai besoin de 8. Donc, il faut que je rachète un deuxième décodeur. Mais celui-ci est en panne.
et j'en avais déjà reçu un qui est en panne également. Donc ça me freine un peu dans mon travail. En fait, ces deux décodeurs fonctionnent, mais les CV pour les mettre en bistable ne fonctionnent pas. Je ne sais pas accéder au CV. Alors en fait, j'achète toujours mon matériel dans mon magasin. Et bon, le monsieur est pas du tout contraire. Il a bien voulu tout de suite échanger mes deux décodeurs 10836. Il a même téléphoné chez Rocco pour savoir s'il n'y avait pas quand même un problème sur mon réseau. Et puis on a un peu cherché ensemble, mais finalement il s'avère que les deux décodeurs sont en panne. Donc les deux derniers décodeurs que j'ai achetés sont tous les deux en panne. Donc j'espère que c'est la faute à pas de chance. J'espère que ce n'est pas la qualité du matériel qui est engagée, parce qu'alors on serait vraiment avec une qualité de mode jouet. Or, en fait, vous savez bien qu'on fait plus que jouer au train. Je vous parle pour terminer de mon interface pour gérer mon réseau. Donc vous avez un tableau avec les cantons. Donc j'en ai prévu 20. Chaque canton porte un petit numéro de C1 à C20. Et puis en dessous, j'ai un interrupteur pour que le gestionnaire du réseau, c'est-à-dire moi, puisse bloquer le feu à rouge. Donc ici, tous les cantons sont bloqués à rouge par le gestionnaire du réseau. Puisque le module de sécurité ne tourne pas, l'interrupteur se comporte comme un circuit, un réseau pour les enfants. Donc on peut mettre le feu à rouge ou à vert. Le train s'arrête ou ne s'arrête pas. Et on doit gérer soi-même la sécurité. Donc à ce moment-là, si je débloque le canton, le feu se met à vert. Je bloque le canton, il se remet à rouge. Ici, j'ai un bouton raccourci qui me permet de débloquer tous les cantons ou de tous les bloquer. Ça, c'est quand le module de sécurité ne fonctionne pas. Quand je le mets en fonctionnement, à ce moment-là, le comportement est différent. Si je veux débloquer un canton, c'est dangereux parce que débloquer un canton, il peut avoir un accident. Donc, si je le débloque, le feu reste au rouge. Et puis, dans mon gestionnaire de sécurité, pour l'instant, toutes les équations, c'est si le feu est au rouge, tu le mets au vert. Donc, je vais débloquer le canton C1. Vous allez voir que le feu se met au rouge, qu'il est pris par le module de sécurité. Il est géré à ce moment-là par le module de sécurité. Et le module de sécurité décide de le mettre au vert. Regardez. Voilà, il passe au rouge et puis il passe au vert. Alors, j'ai en fait deux boutons raccourcis. Ces deux boutons pour forcer quelque chose quand le module de sécurité travaille. Donc, je vais débloquer tous les cantons. Tous les cantons sont sous la main du module de sécurité. Et si par exemple, moi, j'ai envie d'influencer le module de sécurité, je décide de mettre tous les feux au rouge. Et vous avez vu, j'ai mis tous les feux au rouge. Et puis le module de sécurité, il a géré toutes ces équations et il a vu qu'il devait mettre les feux à vert. Et donc il a mis les feux à vert. Dans chaque canton, j'ai également une ligne qui apparaîtra avec le nom, avec la photo de la locomotive en petit, si elle apparaît dans le canton. Donc ça, c'est avec le 10808. Et je suis en train de préparer ça pour l'instant. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Alors,
Merci d'avoir voyagé avec moi sur les rails de la créativité. N'oubliez pas deux choses. La prochaine station, c'est la vôtre. Donc faites du train. Et puis aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous quand même pour suivre mes prochains travaux sur mon réseau miniature. À très bientôt. Au revoir.